L'apprentissage supervisé, on peut souvent avoir besoin de faire recours à plusieurs combinaisons de modèles pour pouvoir avoir un modèle optimal robuste. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par ensemble ou encore ensemble learning. En général, dans la famille de l'ensemble learning, on a ce qu'on appelle le bagging, bootstrap aggregating, où l'objectif principal, ce sera d'agréger plusieurs modèles obtenus sur des échantillons indépendants tirés de façon aléatoire avec remise. C'est ce qu'on appelle en langage technique le bootstrap. En dehors du bagging, vous avez également comme modèle ensembliste le boosting qui, comme le bagging, va se baser sur plusieurs modèles, mais sauf que en boosting, on fonctionne de façon itérative. L'objectif du modèle suivant, c'est d'apporter une amélioration sur les mauvaises prédictions des modèles précédents. C'est ça le boosting. On fonctionne de façon itérative. Dans chaque étape, on veut améliorer les mauvaises prédictions des modèles précédents. Justement, en machine learning, on a plusieurs modèles de boosting. Le modèle le plus simple, le plus basique, c'est ce qu'on appelle AdaBoost. Et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. On verra ensemble comment mettre en place un modèle AdaBoost. Déjà, c'est quoi AdaBoost? Comment ça fonctionne? Quels sont les paramètres à optimiser? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un modèle de machine learning, il faut toujours connaître les paramètres importants à optimiser et quel est l'impact de ces paramètres sur le modèle final. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Natasha Njongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Et cette année, je me suis donné un challenge fou qui est de partager avec vous une vidéo tous les jours pendant 100 jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Nous sommes le jour 64 et franchement, on a déjà fait un très beau chemin. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui s'affichent juste ici pour vous rattraper. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout partager autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences. C'est complètement gratuit. Si vous avez réalisé ces actions, on peut commencer avec la vidéo du jour. Je disais en introduction, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est réellement AdaBoost. AdaBoost, c'est quoi? Déjà, ça veut dire quoi AdaBoost? En fait, simplement, AdaBoost signifie adaptative boosting. Bon, AdaBoost, adaptative boosting ou encore boosting adaptatif. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, AdaBoost, c'est un modèle de machine learning qui va combiner des classificateurs faibles de manière à créer un classificateur fort. Vous allez certainement me demander, c'est quoi un classificateur faible? Qu'est-ce qu'un classificateur fort? En général, en machine learning, lorsque vous voyez le terme classificateur faible, on fait référence à ces modèles qui sont juste meilleurs que le hasard. Globalement, en termes de précision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un modèle de classification, le classificateur faible aura un AUC légèrement supérieur à 50%. Donc, en général, pour pouvoir mettre en place AdaBoost, on se base sur les classificateurs faibles. Et justement, dans AdaBoost, en général, le classificateur faible qui est souvent utilisé, c'est un arbre de décision avec exactement une seule division. En gros, on a seulement 2 parties dans l'arbre de décision pour faire la prédiction. C'est ça, le classificateur faible qu'on utilise la plupart du temps dans AdaBoost, que ce soit dans la classification ou encore en régression. L'objectif principal justement de l'AdaBoost, c'est de partir de ces classificateurs faibles, ajuster les poids des observations dans l'ensemble de données en fonction des erreurs de prédiction des modèles précédents. C'est le principe global de base du boosting. Donc, AdaBoost aura tendance à donner plus de poids aux observations qui sont mal classées lors des itérations précédentes. Ce que vous devez absolument retenir sur ce slide, c'est que le modèle AdaBoost utilise comme modèle de base un arbre de décision avec une seule division. Donc, le classificateur faible, c'est un arbre de décision avec une seule division qui fait légèrement mieux que le hasard. Maintenant, concrètement, quelles sont les différentes étapes qu'on peut utiliser pour pouvoir implémenter AdaBoost dans la pratique? On va voir dans AdaBoost, en général, il y a 7 grandes étapes. La première étape dans l'algorithme AdaBoost consiste à initialiser les poids des observations. En gros, on a notre base d'apprentissage. Chaque observation dans l'ensemble de données a exactement le même poids à la base parce qu'on ne connaît pas encore les mauvaises prédictions. Une fois qu'on a initialisé les poids de façon égale entre les individus, la deuxième étape dans le modèle AdaBoost va consister à former un premier classificateur faible. En gros, on va mettre en place un arbre de décision avec exactement une division. Premier classificateur faible. Lorsqu'on a ce classificateur faible, l'étape qui suit, la troisième étape pour pouvoir construire AdaBoost, ce sera de calculer l'erreur de prédiction dans ce modèle de base et ensuite les poids du classificateur. À cette étape, l'erreur du classificateur est calculée comme la somme des poids
des observations mal classées. Donc, une fois qu'on a l'erreur du classificateur, on peut mettre en place le poids de ce classificateur en fonction de l'erreur qui a été calculée. Une fois qu'on a ce poids et cette erreur, la quatrième étape va consister à mettre à jour les poids des observations. Vous voyez ici, à l'étape 1, toutes les observations avaient exactement le même poids. Mais par contre, à l'étape 4 ici, on va mettre à jour les poids en donnant un poids beaucoup plus élevé aux observations qui étaient mal classées par ces classificateurs faibles. Donc, on va changer les poids. Encore, on va changer la base de données en changeant les poids, surtout sur les observations mal classées. En fait, l'idée derrière, c'est que l'algorithme suivant va bien apprendre des observations mal classées et pouvoir mieux les prédire. C'est ça l'étape 4. Donc, on met à jour les poids. Une fois que les poids sont mis à jour, l'étape 5 va donc consister à former un classificateur suivant. Donc, on va prendre la base de données sur laquelle les poids ont été mis à jour pour donner plus d'importance aux observations mal classées. On va construire une autre règle de décision faible. Ça peut être un arbre de décision avec exactement une coupure. Donc, cette fois-ci, le classificateur faible est formé avec un ensemble de données pondérées. Les poids sont différents et les observations ayant un poids plus élevé sont plus susceptibles d'être prises en compte lors de la formation de ce classificateur. Donc, ils auront plus d'importance dans le modèle. Une fois qu'on a ce deuxième classificateur, on va répéter les étapes précédentes, c'est-à-dire calcul de l'erreur, mise à jour des poids et ensuite on va réentraîner le modèle. On va répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre d'itérations prédéfinies ou encore jusqu'à ce que l'erreur totale soit suffisamment faible. Une fois qu'on a répété ces étapes ici, on va créer un classificateur fort. Donc, tous les classificateurs faibles sont combinés pour former un classificateur fort. Le vote de chaque classificateur est pondéré par son poids. Donc, en gros, à chaque classificateur faible, on a un poids. Pour pouvoir faire la prédiction finale, on va faire un vote à la majorité pondérée en général si on est en classification et une moyenne pondérée si on est en régression. En fonction du poids du classificateur, on va faire le vote. En fonction du poids du classificateur, on va faire la moyenne moins pondérée pour avoir la prédiction finale. Pour résumer les étapes de construction d'Adaboost, vous pouvez voir ce schéma ici. Globalement, on commence toujours par diviser la base de données en deux, train test, la base train qui représente 90, 80, 70% et la base test 30, 20, 10% globalement. Première étape dans Adaboost, on initialise des poids. Tous les individus ont exactement le même poids à l'initialisation, ici, là. Prochaine étape, on construit une règle faible qui est en général un arbre de décision avec une seule division. Une fois qu'on a construit la règle faible, la prochaine étape va consister à déterminer l'erreur de prédiction dans cette règle faible et identifier le poids de la règle associée. Lorsqu'on a l'erreur, on a le poids. La prochaine étape consiste à allouer de nouveaux poids en augmentant le poids global des individus qui sont mal classés par la première règle. Une fois que c'est fait, on entraîne à nouveau une règle faible, arbre de décision avec une seule coupure, sur la base avec des distributions différentes. On détermine une fois de plus l'erreur, le poids, on réajuste les poids jusqu'à ce qu'on termine le processus au niveau du nombre d'itérations souhaitées. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir combien d'arbres on doit entraîner dans Adaboost, à quel moment on doit s'arrêter. Quand est-ce que faible est faible? Ce sont les questions à 10 000 euros, comme je le dis souvent. Ce sont les questions qui sont essentielles. Et pour y répondre, en général, on procède toujours par validation croisée. Et pour pouvoir faire cette validation croisée, il faut absolument connaître les paramètres à optimiser. Et en général, dans le boosting, il y a deux essentiels. Le premier paramètre que vous devez optimiser lorsque vous faites du boosting, c'est ce qu'on appelle le nombre d'estimateurs ou encore le nombre d'arbres de décision à mettre en œuvre, comme c'est mentionné juste ici, donc les arbres de Weak Learner jusqu'à N. En général, il faut savoir que plus le nombre d'estimateurs augmente, plus le modèle est précis et plus on aura tendance à surapprendre. Donc le modèle qu'on aura construit ne pourra pas se généraliser sur la base de tests qu'on a mis juste ici. Donc c'est ça. Plus le nombre d'arbres augmente, plus on peut avoir tendance à surapprendre. Et d'un autre côté, si le nombre d'arbres quand on décide d'apprendre est trop faible, on risque aussi de sous-apprendre. Donc il faut trouver le juste milieu entre sous-apprentissage et sur-apprentissage. Et en général, avec une validation croisée, on arrive à trouver cet équilibre-là. En dehors du nombre d'estimateurs ou encore du nombre d'arbres, dans Adaboost, il faut absolument optimiser ce qu'on appelle le learning rate. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le taux d'apprentissage qui détermine la contribution de chaque arbre de décision à la production finale. Et ici, lorsque le taux d'apprentissage est élevé, ça veut dire que la contribution de chaque arbre augmente, ce qui peut entraîner également un surapprentissage.
Et à l'opposé, si le taux d'apprentissage est faible, cela va réduire l'importance, l'impact des arbres de décision et on peut avoir un apprentissage qui est très lent. Donc, c'est bien de trouver un juste milieu entre le nombre d'arbres de décision élevé et le taux d'apprentissage qui est plus ou moins important. Voilà globalement les différentes étapes à mettre en œuvre pour pouvoir construire un modèle AdaBoost. N'hésitez pas à toujours avoir à l'esprit les paramètres importants à optimiser comme le learning rate ou encore le nombre d'itérations à mettre en place qui sont souvent optimisés par validation croisée. Pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo, selon vous, quelle est la taille de l'arbre de décision qu'on introduit souvent dans un modèle AdaBoost? J'attends vos réponses en commentaire, ça permet de faire grandir la communauté. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Si vous souhaitez vous mettre en jour sur l'ensemble des vidéos qu'on a déjà fait sur ce challenge, regardez cette playlist, il y a 64 vidéos qui vous attendent. En attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce magnifique challenge. Bye!